Hein. Salut. C'est un peu ennuyeux ce genre d'épisode parce que c'est un récit qui se déroule acceptablement avec pas énormément de choses à dire dessus. Donc je pense que ça va être une vidéo courte. Voilà ce qui se passe. Donc Shira commence à s'installer dans ses locaux. Elle découvre qu'elle a une chambre vraiment luxueuse et ça la déphase un petit peu. Ça aurait pu être un commentaire intéressant sur le fait que alors qu'il y a des tonnes de gens qui souffrent, qui sont dans la misère à cause de la lutte contre Hordak, et ben les princesses, elles ont droit à ce genre de suite assez luxueuse, d'autant plus que c'est considéré comme normal par Cynthia, quoi. Tu te dis, voilà, c'est la vie logique, habituelle qu'elles ont, alors qu'à côté de ça, il y a des gens qui ont une vie beaucoup plus simple et difficile, délicate, mais on fait pas vraiment de commentaires là-dessus, je trouve ça dommage. Je trouve que le petit malaise d'Adora aurait vraiment pu être mis en avant pour faire un commentaire justement sur ces princesses qui ont plus tendance à voir les choses vraiment de leur point de vue, de là où elles se trouvent, qui a été un petit peu mis en avant, un petit peu appuyé dans l'épisode précédent, mais là c'est juste un gag sur le fait qu'elle est mal à l'aise avec tout ce luxe qui est à côté d'elle, mais il va pas y avoir plus de trucs que ça, ce qui fait qu'au bout d'un moment elle se sentira pas suffisamment bien pour dormir là, elle dormira dans le lit de Cynthia sans la prévenir, ce qui la surprend surtout lorsqu'elle voit le symbole de la horde sur son dos parce qu'elle porte toujours cette chemise. Et à un moment donné, il faudrait peut-être penser à l'enlever. Ou alors tu fais peindre en blanc le symbole pour qu'on le voit pas. Un truc qui fasse pas l'impression que tu fais partie du camp ennemi auprès de tous les gens que tu vas rencontrer, Adora. Ce serait cool que tu aies cette présence d'esprit-là, que tu sois pas con à ce point, s'il te plaît. Je sais pas, vu qu'on insiste là-dessus, j'ai le sentiment qu'on va passer du temps avec ça. Et si ça se trouve, on l'appuiera pas plus, le fait que qu'on la prenne pour quelqu'un de l'ordre, mais quand même, quoi. C'est un détail visuel ridicule que vous devriez pas plus mettre en place, merde. Bah, bref, en se déambulant dans les couloirs, elle tombera sur la reine. Angela, une fois de plus, on ne dit pas son nom, mais je suis sûr que c'est Angela, qui est un petit peu en froid avec elle, lui parle pas tout de suite parce qu'elle a ce ressenti contre la Horde, de plus on apprend que son mari est mort lors du combat contre la Horde il y a un certain temps, et donc oui, il y a ce froid, qui se ressentait pas des masses dans l'épisode précédent, mais je veux bien le comprendre, ce qui fait que elle s'est pas grandement aidée lorsque, lors de la réunion du lendemain, elle s'assoit sans le vouloir sur la place qu'avait le roi avant. Là, histoire d'appuyer le froid qu'on pouvait avoir avec ça. Et sinon, c'est une réunion de princesses de la rébellion et il y a presque personne. Toutes les princesses se sont retirées, à part deux qu'on montre rapidement, histoire de... On sait même pas quel pouvoir elles ont. Il y a Flèche d'Or qui fait ce commentaire. Elles sont là, elles assistent, et on sait pas quel pouvoir elles ont. Elle participe à rien dans la rébellion. Ce genre de détails à la con, je suis désolé, mais faites gaffe et essayez un tout petit peu de montrer que vous essayez de prendre au sérieux votre organisation. Parce que on va essayer de mettre en place le fait que la nouvelle génération, c'est-à-dire Adora, Cynthia et Flèche d'Or en particulier, vont changer la donne. Ils vont créer une toute nouvelle dynamique de réflexion qui va changer l'organisation des choses et arranger la situation. C'est un petit peu l'impression que ça donne cet épisode notamment. Et vous forcez la chose. Vous forcez la chose. Si c'est clair que si du point de vue du pouvoir en place, la reine et les princesses sont du genre on fait les choses à notre rythme, on se soucie vraiment de ce qui nous touche directement, on s'en fout du reste. Ouais, on va trop changer les choses comme ça. C'est clair que ça ira pas loin. Hein. Vous mettez en place un système où tout le monde doit être un peu trop con pour que nos héros centraux puissent se faire valoir. Et ça va se ressentir pas mal dans la suite. Puisque y a un royaume qui appelle à l'aide, je sais plus qui c'est, on va dire que c'est le royaume des hippies, parce que c'est totalement ça. Le royaume des hippies appelle à l'aide, et la seule idée de la reine, c'est de leur envoyer des fournitures, des ravitaillements, hein, histoire qu'ils se nourrissent mieux, parce qu'ils veulent pas s'impliquer directement, puisque ce royaume ne fait pas partie de la rébellion. Même si Cynthia serait pas contre qu'on lutte contre la horde en place, mais non, non, non. Hein. Donc y a Dora qui se met en avant pour dire, ok, laissez-moi et mes deux amis y aller pour apporter ce ravitaillement et être sûr que ça se passe bien. Elle s'y rend, donc, puisque la reine accepte vite, et
Euh, Petit problème assez vite, elle peut se transformer en She-Ra sans trop de problèmes lors du chemin. Elle se dit tiens je vais me transformer en She-Ra histoire de bien me montrer et de pas créer la panique et elle se vante assez vite. Alors, regardez comme je suis forte, regardez je vais essayer de bien me montrer tout ça et c'est pas un peu en contradiction une fois de plus avec l'épisode précédent où justement on essayait d'appuyer le fait qu'elle ne pouvait se transformer en She-Ra que si la situation avait quelque chose qu'il méritait. Et elle se transforme en She-Ra juste pour se vanter et pour pas trop faire de vagues. Sachant que bon, si tu t'es habillé simplement en Adora en évitant les symboles ordiens, tu créerais pas de vagues non plus, quoi. Ce que tu vas créer, c'est une espèce de moment très téléphonique. On va voir tout un développement, un enchaînement très téléphoné autour donc de la population de Hippie qui accueille chaleureusement She-Ra parce que c'est une princesse de la légende qui a accompli tellement de trucs. On fait une fête pour elle, tout le monde est content, tout le monde lui offre des trucs, tout le monde dit qu'elle est trop géniale, elle va tout accomplir, elle va nous sauver, on n'a rien à faire, la prophétie nous a dit ci, nous a dit ça. La princesse qui s'appelle Jasmine, la princesse du royaume des Hippies s'appelle Jasmine. Je pourrais faire facilement une blague autour de Dalada, mais il faut bien comprendre que c'est un prénom qui existait avant le film Aladdin. Et je ne sais pas si cette princesse-là faisait partie des personnages originaux de la série des années 80. Sans doute que oui, ça me surprendrait pas qu'il y ait une princesse qui ait le pouvoir de manipuler les plantes. C'est son truc, hein, je manipule les plantes, je fais pousser des fleurs, tout ça. Elle est à fond dans le délire, dire ah merci d'être là, on est trop content que vous soyez là. Et ils lui mettent tout sur le dos pour pouvoir se charger de tous les problèmes. Je suis sûr que grâce à votre légendaire pouvoir de guérison qu'elle avait donc dans la série des années 80, elle l'a pas tout de suite, elle le maîtrise pas encore, hein, il lui faut du temps pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs. Je suis sûr qu'avec ça vous guérirez notre forêt et avec toute cette tension sur ses épaules, et elle essaye un petit peu, elle est un petit peu paumée, She-Ra, et elle se dit ok on compte sur moi, je vais essayer, et elle n'y arrive pas, dans un moment un petit peu trop rallongé où elle se plante les sciences pouvoirs là. Au bout d'un moment il y a donc Jasmine qui l'amènera devant leur grand arbre qui représente leur prospérité, qui est un petit peu mourant. Elle essaye d'utiliser ce pouvoir pour le guérir directement, She-Ra, mais ça ne marche pas et pouf, elle se transforme en Adora et tout le monde est déçu. Ah, vous nous avez menti, vous n'êtes qu'une fille, vous n'êtes pas la grande sauce de la prophétie. Ah là là, je suis trop la déception. Tandis que Cynthia fait un discours très engagé en disant hey, le problème c'est que vous voulez reposer trop sur quelqu'un alors que vous devriez vous battre un petit peu par vous-même et quand Cynthia le dit, ça ne marche pas. Tout le monde se dit, on s'en fout, hein, laissez-nous tranquille. Tandis que She-Ra finira par se dire, enfin Adora finira par se dire, ok, je vois de la fumée au loin. Il doit y avoir une machine ordienne qui est responsable de la chose. Faut peut-être qu'on enquête là-dessus. En laissant un mot à la princesse et aux autres en disant je vais essayer de faire de mon mieux pour trouver la cause. Et si ça se passe mal, j'espère que vous me pardonnerez. Je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur de vos attentes. Il y a la princesse Jasmine qui finit par se sentir mal d'avoir traité un petit peu She-Ra comme elle l'a fait. Et elle comprend le message comme quoi il faut savoir se battre par soi-même et pas espérer que tout s'arrange comme ça. Par magie, par prophétie, tout ça, et c'est une fois de plus téléphoné, et ce coup-ci, lorsque elle le dit, tout le monde la suit, hein. C'est pas genre, ah, on n'est pas sûr, non, elle fait un petit discours rapide de 10 secondes, il faut qu'on aille les aider parce que le pouvoir c'est loup, il faut qu'on agisse, ok, ouais, ça va vite. Je trouve ça téléphoné une fois de plus. C'est vrai que donc, lorsque nos héros s'introduisent dans l'espèce de machine donc ordienne qui est en train de s'en prendre à la terre parce que c'est un plan. Genre on va conquérir cet endroit-là en niquant la nature et puis après on aura conquis le coin, on est content. Ou je sais pas, ils veulent industrialiser le coin, c'est pas impossible. Ils donnent pas de détails plus que ça. Ils finissent par se faire un petit peu repérer et c'est un peu difficile pour eux de se battre comme ça parce que She-Ra pense pas à se transformer tout de suite. Parce qu'elle pourrait se transformer tout de suite et se débarrasser d'eux. Mais il faut qu'on appuie bien le fait que ce doit être quand même le peuple qui agisse. Donc il faut que Jasmine et son peuple, composé d'une dizaine de personnes, attaquent le coin et se défassent de la plupart des soldats pour qu'elle se transforme en She-Ra, Dora, et finisse le boulot et tout le monde est content.
La forêt est sauvée, il suffit de détruire la machine avec l'épée magique pour tout remettre dans l'ordre, tout va bien. Et suite à cette expérience, Jasmine comprend enfin il faut pas attendre bêtement que les choses puissent se tasser et que ses pouvoirs de nature peuvent être utilisés pour autre chose que faire joli. Elle peut être active et faire mal avec. D'ailleurs, on sent que ça l'a un petit peu excité. Ah, ça veut dire que je pourrais encore m'en prendre à des gens en leur balançant mes plantes dessus. Ouais, super. C'est un peu drôle, ça est des petits moments un petit peu drôles dans le dialogue. Voilà, ça se termine avec une nouvelle princesse qui a rejoint la rébellion comme ça rapidement parce que nos héros ont l'audace de faire quelque chose. Et vraiment, je trouve ça un peu facile. Vous dépeignez vraiment le système en place comme gouverné par des incapables qui attendent que les choses se tassent, qui se contentent juste de leur petit coin comme ça, sans la moindre réflexion derrière, sans la moindre intelligence derrière. Ce qui fait que lorsqu'ils reviennent rapidement, on montre même pas ce passage-là avec la reine qui a compris que l'approche de Cynthia pourrait être pas mal, de recruter, de rassembler toutes les princesses pour se battre, ce qui me paraissait un peu évident que comme approche, mais bon, hein, voilà. Maintenant que Shira est là, j'avoue que c'est plus pratique, c'est plus permissif à ce niveau-là. Et il y a nos trois jeunes qui se réunissent pour faire une micro-soirée pyjama avec un lit beaucoup plus humble pour Adora, comme ça elle se sentira moins dépaysée. C'est la résolution au délire du début, ça. Et où ils finissent par se dire qu'on va changer les choses et on va se trouver un nom. Nous sommes le gang des copains. Je sais plus exactement ce qu'il dit, un truc comme ça, sans intérêt quoi. Je sais que j'ai l'impression d'être négatif une fois de plus, mais disons que ça passe, mais il n'y a rien qui se démarque grandement. Je trouve que l'enchaînement des événements est un peu téléphoné, assez prévisible, et il n'a rien qui le démarque grandement, qui donne un impact particulier. L'action elle est cool, les dialogues ça passe, hein, les personnages ça passe aussi, hein, j'aime bien Jasmine, elle passe bien. Nos trois personnages centraux, comme d'habitude, fidèles à eux-mêmes, ils sont sympathiques, mais il n'y a rien qui les démarque énormément. Et je me retrouve vraiment avec ce genre de situation où ouais, ça a l'air d'être parti pour être une série qui se suit sympathiquement, mais qui ne laissera pas de grandes marques. Pour l'instant, hein. Nouveau, on n'en est qu'à 4 épisodes, évidemment, hein, ça peut changer de tout au tout, hein, en bien comme en mal, au passage, hein, en bien comme en mal. Mais ouais, on se retrouve pas avec un récit superbement impactant, à mon humble avis, et je sais pas, pour une intro, c'est pas le plus extraordinaire à vous agripper. Sinon, rapidement, on poursuit un petit peu la situation entre Catra et Ténébra, où Catra se vante un petit peu d'être une nouvelle capitaine de la Horde, tandis que Ténébra semble mijoter quelque chose. Elle insiste à fond sur le fait de retrouver Adora, parce qu'elle semble signifier quelque chose de particulier pour elle. Elle semble savoir certaines choses que Hordak ne sait pas. Parce que là, Hordak essaye un petit peu de passer à autre chose, de dire ok Ténébra, je t'ai ordonné de ne plus t'occuper de cette déserteuse, maintenant occupe-toi de nos vraies priorités, c'est-à-dire s'en prendre à Bright Moon, mais Ténébra elle maintient qu'elle a envie quand même d'y retourner un petit peu dans le dos d'Hordak, parce que c'est important, donc elle sait qu'il y a quelque chose, elle finit par comprendre un petit peu la situation avec Adora, ce que cache Catra, et donc elle va lui assigner spécifiquement la mission totale de ramener Adora parmi la Horde. Voilà, c'est pas mal comme idée, hein. On met un peu plus de mystère autour de Ténébra, et aussi le fait que son cristal qui lui permet d'avoir ses pouvoirs a besoin d'être rechargé régulièrement avec un grand cristal rouge. Je ne sais pas si ça vient du personnage de base, ça dans la série originale, je ne sais pas trop, mais voilà, c'est vraiment cool, vraiment cool le personnage de Ténébra pour l'instant, hein. J'aime bien. Et ce qu'elle trame, ça pourrait être très intéressant, si c'est bien poursuivi. Donc voilà, cette partie-là, ça allait, c'était un épisode qui suivait. Voilà. Rien d'extraordinaire à dire, à part qu'il y a 2-3 petites inconsistances avec les épisodes précédents, mais rien de très très grave pour moi. En dehors de ça, faut voir. À bientôt pour l'épisode 5. Bye!